Bonjour à Dassa et à Karma, bonjour à Loro Peigny et à Tiou, ainsi que dans tous les quartiers de notre village planétaire. Nous parlons aujourd'hui de patrimoine culturel avec Lassina Simporé, maître de conférence en archéologie. Bonjour Monsieur Simporé et merci d'honorer notre convocation. Bonjour, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Fidèles à leur poste, les juges Bernard Bougman et Geoffroy Vaha siègent à l'audience de ce mardi. Bonjour, juge Bernard Bougman. Bonjour, président Tomagui. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougman. Bonjour, président Tomagui. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Tru TV, la télé interactive, et en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine, ainsi que sur nos plateformes numériques. Acte 1 de cette audience, les avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est la séquence avant-propos des juges. Nous commençons avec Bernard Bougman. Merci, Président. Mon avant-propos va concerner l'honneur qui a été fait à un Burkinabé en la personne de l'architecte Francis Kéré, parce que l'école d'architecture de l'université de Yale aux États-Unis a annoncé la création d'une nouvelle bourse en son honneur. Donc, une bourse qui va soutenir les étudiants africains de l'école dans leur parcours pour construire une carrière d'architecture. Donc, ce Burkinabé d'ailleurs qui n'est plus à présenter dans l'univers de l'architecture au plan mondial, qui a décroché plusieurs prix, dont le prestigieux prix en 2022, pardon. Donc, il avait même enseigné dans cette université-là de 2019 à 2022. Donc, l'université de Yale, c'est également la troisième plus ancienne université. Donc, le troisième plus ancien établissement américain, supérieur américain, parce que l'établissement a été fondé en 1701. Donc, il y a toute une histoire liée à cette université. Il y a aussi toute une histoire liée au parcours de Francis Kéré, qui a gravi les échelons jusqu'à ce niveau de l'architecture avec cette reconnaissance internationale. Donc, c'est un honneur fait à une étoile burkinabé. Ce qu'on demande également, que chaque Burkinabé qui a une étoile qui figure sur le drapeau puisse briller et éclater de là où effectivement ce Burkinabé se trouve. Donc, encore félicitations à Dr Kéré qui porte haut le flambeau du Burkina Faso par rapport à cet honneur qui lui a été fait. Très rapidement, mon deuxième avant-propos va concerner la polémique qui a enflé les réseaux sociaux ce week-end liée à la banque, à la Coris Bank, excusez-moi de la publicité, sur les questions de procédure. Effectivement, en banque, il y a des procédures à respecter. Mais les procédures aussi, c'est pour être au service de l'humain. Maintenant, comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre le respect des règles tout en servant l'humain, pour éviter qu'effectivement on ne triche pas avec les règles qui ont été établies, et comment on adapte au contexte quand le social crie fort et quand des entreprises également mettent comme valeur la sociabilité dans leur charte. Il y a autant d'éléments, autant de questions effectivement à se poser. Ce compris, c'est que personne, que ce soit dans la peau du gestionnaire ou dans la peau du client, ne puisse se retrouver avec un tel dossier sur les mains. Parce qu'après, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Il y a des règles qui sont là, il y a des procédures qui sont là, mais il y a un demandeur de service qui est gravataire qui est en face de moi. Qu'est-ce que je fais? Donc, ça a soulevé de l'indignation. Je pense également que le PCA lui-même, en répondant à un écrivain au Burkinabé, a dit une phrase qui est très importante. C'est de pouvoir tirer le son de cette situation. Il a même dit qu'il espère que cela puisse contribuer à parfaire un certain nombre de choses dans l'univers bancaire. Et ça, c'est effectivement quelque chose de très important, parce que ce n'est pas le seul cas. Il y a eu plusieurs cas qui ont été soulevés. Donc là, il faut saluer également qu'il ait donné un message d'apaisement, parce qu'à l'allure où partaient les choses, ça n'allait pas être simple. Mais j'ai dit, on a des règles à respecter, mais c'est pour être au service de l'humain. Mais comment est-ce qu'on fait quand il y a des cas comme ça? Je pense également que ça doit être un cas école pour qu'on puisse intégrer dans le dispositif réglementaire pour pallier aux éventuels qui vont venir, parce que ça ne va pas être la seule situation.
C'est ce que j'avais comme avant-propos. Ainsi a parlé Bernard Bougma, c'était son avant-propos, ou c'est son avant-propos pour cette audience de mardi. Et nous écoutons maintenant juge Geoffroy. Oui, merci Président. Mon avant-propos concerne déjà quelqu'un qu'on a reçu ici au tribunal de l'actualité, qui a accordé une interview cette fois-ci à lefaso.net. C'est celui qui gère le CNA, Centre national d'appel, la personne de Noufé, qui est donc celui de la communication de la présidence, qui fait un genre de, pas bilan, mais qui donne un peu la tendance pour ce qui est de ce centre-là. Et il rappelle qu'il y a en tout cas beaucoup d'éléments positifs, parce que grâce aux dénonciations, aux appels et aux informations données par les Burkinabés, qui acceptent donc d'appeler, eh bien, beaucoup d'avancées ont pu être faites. C'est vrai qu'il ne peut pas rentrer dans le détail sur un certain nombre d'éléments, mais il dit qu'il y a eu des démantèlements de réseaux terroristes grâce à cela, et il y a eu des interventions aussi des forces de défense et de sécurité qui ont pu être en tout cas mieux ficelées et donc plus accentuées sur des zones. Donc ça veut dire que ça fonctionne très bien, et les craintes aux premières heures, comme on connaît un peu nos concitoyens, c'est-à-dire que même avec la brigade nationale des sapeurs-pompiers, c'était de voir des gens appeler juste pour s'amuser. Maintenant là, je pense que le message, on sent qu'il est vraiment passé. À la présidence, on ne badine pas. C'est clair que quand vous appelez, votre numéro apparaît là-bas. C'est pas franchement la période pour s'amuser à ces choses-là. Mais c'est bon déjà qu'on ait ces bonnes nouvelles-là, parce qu'il y avait des petites craintes au départ. On sent donc que c'est un centre qui a vraiment sa raison d'être et qui vient apporter une solution aux solutions qui sont déjà en train d'être trouvées pour la lutte contre le terrorisme. Une solution pour la lutte contre le terrorisme, appelé donc le Centre national d'appel, c'est le 199, c'est un numéro gratuit. Vous pouvez contribuer à cette lutte-là. C'est la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine, une audience qui reçoit pour vous Lassina Simporé, maître de conférence en archéologie. Enseignant-chercheur et titulaire d'un doctorat unique en archéologie, le tout premier de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, Lassina Simporé est expert en conservation préventive et intervient notamment dans la conservation de biens culturels patrimoniaux ainsi que dans les processus d'inscription de sites culturels burkinabés et africains sur la liste du patrimoine mondial. Conservateur du bien culturel Les Ruines de l'Oropénie, classé patrimoine mondial depuis 1989, directeur des sites classés patrimoine mondial, Lassina Simporé, ancien secrétaire général du ministère de la Culture et du Tourisme, est assurément une personne de référence sur la question du patrimoine culturel burkinabé. Et si nous commencions, cher juge, par quelques questions générales. Bernard Bougma. Alors, on entend parler de patrimoine commun, patrimoine immatériel, patrimoine ceci. Qu'est-ce que ça renvoie à ce terme, patrimoine, en termes de définition, donc clarification du terme? Je vous remercie. Il semble qu'on n'a pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails, mais il faut savoir que ce sont des définitions qui figurent dans des conventions, notamment la convention de 1972. Le Burkina Faso aussi a sa définition. Les professionnels du patrimoine ont leur définition. Mais disons que ça veut dire simplement l'héritage de nos parents, ce que nous avons hérité de nos ancêtres. Et ce que nous avons hérité peut être matériel, donc physique, palpable, mais peut aussi être immatériel, comme les contes et les danses. Ce que nous avons hérité peut être mobile. Un balafon, on peut le transporter, aller jouer sans porter atteinte à son intégrité. Mais ce que nous avons hérité aussi peut être immobile, comme la place de la Nation, comme les ruines de l'Oropénie, parce que si on essaie de déplacer, on va porter atteinte à leur intégrité. Donc voilà, grosso modo, ce que ça veut dire. Héritage de nos parents. Patrimoine, héritage de nos parents. Oui, parce que avec l'approche genre qui prend aussi de plus en plus de l'ampleur, il y en a qui militent aussi pour qu'on parle de matrimoine. De lieu de patrimoine.
en tout cas en plus de patrimoine, qu'il y ait aussi matrimoine, c'est-à-dire ce qu'on peut recevoir spécifiquement de la mère, de la femme. Voilà. Vous savez que quand un enfant voit le jour, les premiers mots, les premières chansons, etc., ça vient de la maman. Voilà. Donc il y a une tendance qui dit aussi de mettre l'accent sur cette partie du patrimoine. Voilà. Parce que ces aspects ne sont pas pris en compte dans le patrimoine. Pas assez, d'après ceux qui défendent cette tendance. Oui, mais c'est vous qui êtes notre invité. Vous, qu'en pensez-vous? Parce que vous avez beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Est-ce que ce patrimoine n'est pas, ce qu'ils appellent patrimoine n'est pas pris en compte dans ce qu'on appelle patrimoine? C'est pris en compte. Et vous savez, il y a de l'évolution dans tout ce que l'homme est en train de faire. Et c'est au nom de cette évolution-là que l'aspect patrimoine est apparu. Sinon, nous pensons que notre manière de faire prend en compte l'aspect matrimoine. Voilà. Ah, ça prend en compte l'aspect matrimoine, nous dit donc notre invité, juge Jofava. Oui, c'est vrai qu'il y a dans l'actualité à un moment donné ce qui a fait que beaucoup de personnes se sont intéressées à la question du patrimoine africain, c'est la restitution avec la France. On a vu, je pense, il y a les 26 qui concernent un peu le Bénin là. 26 œuvres. Voilà, qui avaient été dérobées au palais de Dahomey en 1892, si ma mémoire est bonne. On a entendu parler du Sénégal, de Madagascar, mais on a l'impression que quand on dit Burkina, nous, on ne nous a rien volé. Ou bien c'est nous qui n'avons pas fait un travail de suite pour qu'il y ait identifié des éléments qui nous appartiennent d'ailleurs, ou bien c'est nous qui sommes plus intéressés, ou bien on n'est pas... Certainement, il y a eu des cas de vol. Mais quand le premier cas dont vous venez de citer, le cas du Bénin, quand les Français ont mené l'attaque, ils ont attaqué un palais et ils ont pillé le palais. Ils sont partis avec tout ce qui était à l'intérieur du palais. Donc ça, c'est... En l'occurrence, le palais du Dahomey à Bomé. À Bomé. Donc, mais pour le cas du Burkina, citez-moi un cas d'attaque comme ça, où on a pillé et puis partir avec les biens. On n'en trouve pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de vol, puisque les manières d'opérer changent. On est allé dans des villages, on a forcé des gens, on a récupéré des masques, des balafons, etc. Mais aujourd'hui, c'est très difficile de dire, voilà, c'est du vol, parce que il faut des preuves. Voilà la spécificité du Burkina. Oui, mais on trouve des objets du Burkina dans des musées en Europe, en Allemagne, en France, et en Belgique. On en trouve. Mais est-ce que c'est du vol? Voilà la difficulté qu'il y a, de mon point de vue. Voilà. Donc ça concerne, cette restitution concerne seulement les objets volés. On a entendu parler récemment aussi de la Côte d'Ivoire. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, ce sont quelquefois des œuvres qui ont été prises comme ça, hein, pas forcément comme dans le cas du Bénin avec l'attaque d'un palais, et donc qui ont été retracées, dont historiquement, c'est vrai que la paternité est reconnue à un pays et donc qui est restituée. Je pensais que pour le Burkina, c'était une démarche. Il y a aussi la symbolique, docteur Saint-Pourré, la symbolique de l'objet. Ce que ça représente pour le village d'origine, etc. Oui, moi je suis convaincu qu'il y a des objets uniques qui n'existent plus dans les villages en question et qui sont présentement en Europe. C'est vrai que un retour de ce type d'objet-là fera du bien pour nos villages. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mon souci, c'est quoi? Je suis militaire, hein, je veux bien que les objets reviennent. Mais vous et moi, vous savez comment nous traitons les questions du patrimoine dans nos pays. Est-ce que ces objets-là, quelquefois, ne sont pas plus en sécurité en Europe qu'ici? Au regard des infrastructures que nous avons ici, au regard des compétences que nous avons ici, est-ce que nous sommes sûrs de bien conserver ces objets-là? Est-ce que la priorité n'est pas ailleurs? Se doter d'infrastructures, se doter de ressources humaines, avoir toutes les compétences avant de passer à l'étape de restitution. C'est une des questions que je me pose. Vu le contexte africain, je pense que les priorités doivent être ailleurs. Moi, je suis un peu surpris parce que cet argumentaire-là, il a été même sorti par les Européens en son temps et ça fait débat. Parce que les œuvres qui, pour la plupart, ont été appelées ici aussi, ce n'est volé.
quand on regarde, ce n'est pas des œuvres qui ont été volées, qui avaient été fabriquées il y avait 5 ans ou 10 ans avant. C'était des éléments qui existaient depuis quelquefois des centenaires et qui étaient vénérés notamment par ces peuples africains. Comment ils faisaient eux pour pouvoir les garder en l'état pour que l'Européen vienne le prendre et le mettre dans les musées qu'ils ont? C'est la question que je me pose. Comment ils ont pu s'en occuper pendant autant de temps et qu'on dise qu'aujourd'hui, les enfants là, ne soient pas capables de pouvoir les garder avec les évolutions technologiques et tout qu'on a aujourd'hui. Bon, c'est quelquefois aussi un argumentaire que je ne partage pas forcément. Bon, le débat il est intéressant, docteur Lassina, puisque même au Bénin, actuellement, on en est encore à la conceptualisation des infrastructures qui sont censées abriter ces objets retournés. Actuellement, ils sont dans un musée à Ouida, mais le musée d'Abomey qui doit être construit pour un véritable retour est toujours en projet, en cours. Donc, mais vous ne devrez pas être étonné pour la simple raison qu'il y a eu une rupture dans la transmission des connaissances. Ce que nous avions comme savoir pour conserver les choses là, je ne suis pas sûr qu'on les a toujours aujourd'hui. On a quelquefois abandonné ces pratiques traditionnelles de conservation pour adopter de nouvelles techniques de conservation qui quelquefois ne correspondent pas à nos réalités. Simplement prenez du thau ou une sauce qu'on prépare aujourd'hui. Le réflexe c'est quoi? C'est de mettre au frigo. Mais avant on n'avait pas de frigo, mais on arrivait à conserver du thau 2-3 jours avant de le consommer. Mais qui a ces connaissances-là encore aujourd'hui? C'est ce qu'il faut. Mon souci aujourd'hui, c'est de ramener certaines connaissances avant de mener certains combats. C'est ça ma logique. Je vois que le juge Bernard Bougman veut intervenir. On va rapidement clore quand même la parenthèse des généralités. Oui, c'est un débat qui ne va pas manquer parce que c'est aussi un sujet que je suis avec beaucoup d'attention. La réalité, c'est que quand les objets vont revenir, on les dépose où c'est une question essentielle. Vous avez des villages aujourd'hui, même quand vous ramenez le fétiche, les villageois vont dire qu'ils ne veulent pas parce que c'est le diable. Parce qu'ils ont embrassé une autre religion, judéo-chrétienne ou arabo-musulmane. Et ils ne veulent même pas en entendre parler. Donc quand il va revenir, ils vont vous dire, débrouillez-vous, gardez là où vous voulez, gardez cet objet là où vous voulez, mais ne ramenez pas ça chez nous. Donc ça c'est une réalité qui est là, parce qu'on a décapé jusqu'à ce niveau-là. Quand des gens arrivent même dans leur village à dire qu'ils ne vont pas manger le sorgho rouge parce qu'on fait du dolo avec, alors que sa religion lui interdit de boire l'alcool. Voyez-vous jusqu'à où on est arrivé en termes de ne pas bien comprendre les choses, parce que tous les céréales, on l'utilise pour faire de l'alcool. Mais on est arrivé à ce niveau-là. Donc vous demandez à un tel monsieur qui vous dit que c'est votre famille qui doit accueillir ça, ça va lui poser un problème. Donc effectivement, la réflexion mérite d'être approfondie par rapport aux infrastructures d'accueil, où on les dépose et quel rituel va aller avec. Qui connaît le rituel pour les déposer, parce que certains, attention, ce sont des entités, bien sûr. Où on les dépose maintenant, pour que, bon, est-ce qu'on va les déposer dans notre musée national, ou il faut aménager autre chose, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est une question qui mérite naturellement d'être approfondie, compte tenu de ce qu'il y a comme là-dedans. Pour terminer, il y a eu l'exemple de Mamio, que le regretté Ketega avait conduit jusqu'à pouvoir faire revenir au Burkina. Mais ça c'était clair parce qu'il y avait un endroit, c'était là, ils se sont levés un matin, ça a disparu, il allait retrouver ça en Allemagne dans un musée, il a fait tout le plaidoyer, tout le boulot pour que ça revienne. Mais là la procédure est claire parce que ce vol là au moins c'était un vol et ça a été très récent. Mais les autres là, c'est très compliqué. Donc il y a effectivement une réflexion à faire sur les infrastructures d'accueil et toute la procédure. Parce que j'ai dit à des villas, vous envoyez aujourd'hui, ils vont vous dire qu'ils ne veulent même plus. Oui, il faut donc réfléchir à tout cela. Nous allons... Je voulais vous l'entendre là-dessus. Oui, en plus de ce que vous avez dit, il y a tout. Est-ce que nos États sont réellement prêts? Imaginez que la France réunisse tous les objets du Burkina quelque part dans un conteneur. Est-ce que nous sommes prêts? Nous avons un budget pour prendre en charge ce retour et les infrastructures sur place au Burkina. Est-ce que nous avons ce qu'il faut vraiment pour le faire? Parce qu'il ne faut pas aussi prendre pour prendre. Nous sommes des professionnels du patrimoine, nous sommes des conservateurs. Notre souci, c'est que ces œuvres-là puissent rester pour les générations futures. À quoi ça sert de les ramener si il n'y a pas une population locale qui est prête à les accepter, si on n'a pas
des infrastructures capables de les mettre dans les mêmes conditions dans lesquelles ils étaient quand c'était en Europe. Voilà les soucis. Mais les infrastructures, ça se prépare. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que si on veut les recueillir ici, au moins des infrastructures, on peut les préparer. Si un village dit qu'il ne veut pas, il ne veut plus, mais quand même, on peut l'accueillir dans des infrastructures. Et ça, je pense que c'est ce travail de préparation que notre pays ne fait pas. Voilà. C'est l'infrastructure muséale qui manque, de conservation, il va falloir y travailler. En tout cas, nous rentrons de plein pied dans cette audience, sachant que le ministre chargé de la culture était le 23 avril dernier au musée communal Sogo Sira Sanou de Bobo Dioulasso. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du mois du patrimoine burkinabé, lancé le 20 avril dernier à Ouagadougou et qui doit désormais se tenir du 18 avril au 18 mai de chaque année. Un mois du patrimoine burkinabé, pourquoi faire et comment préserver les précieux biens culturels nationaux des affres de l'insécurité et du terrorisme. Nous en parlons donc au cours de cette audience du tribunal de l'actualité avec Lassina Simporé, maître de conférence en archéologie, expert en gestion de patrimoine culturel, physique et immobilier. Rapidement, justement, un mois du patrimoine culturel, pourquoi faire? Lassina Simporé. Bon, je ne suis pas dans la chaîne administrative culturelle actuellement. Et non, mais est-ce que ça vous parle à vous en tant que spécialiste du patrimoine, un mois du patrimoine? En tant que professionnel du patrimoine, tout ce qui peut être fait pour que le patrimoine soit connu, soit protégé et soit aimé, c'est bon à prendre. Et ce mois du patrimoine-là, c'est justement, ça a été initié pour mobiliser tout le monde autour des curiosités. Je pense que c'est une bonne idée et je l'encourage, je l'appuie et tout ce que moi je peux faire, je vais le faire. Et je pense aussi que, en principe, c'est le 5 mai, je crois, de chaque année qu'est célébré le patrimoine africain. Et le Burkina a fait mieux en dégageant tout un mois autour de cette date du 5 mai. Et ça va du 18 avril au 18 mai. Vous remarquerez que ça couvre, comment je vais dire, ça couvre la journée des sites et monuments du 18 avril. Tout à fait, c'est ça. Ça couvre la semaine nationale de la culture. Voilà, ça couvre la journée du droit d'auteur. Vous voyez, c'est un ensemble de grandes dates importantes que le ministère nous invite à appuyer, si je peux exprimer ainsi. Pour moi, c'est bon à prendre, c'est bien, et c'est peut-être même tard venu, mais c'est bien que ça soit là pour que on puisse davantage attirer l'attention du Burkinabé sur son patrimoine culturel. Bernard Bougma. Oui, justement, c'est vrai que vous dites que vous n'êtes pas dans cette chaîne-là, mais de façon pratique, comment est-ce qu'on va faire pour que le Burkina puisse s'approprier de ce patrimoine d'ailleurs, qui est matériel et immatériel, on en parlait déjà, ou comment est-ce que véritablement on peut faire? Bon, je ne vais pas jusqu'à dire comme l'autre que tout le monde est coupable, mais si on part déjà dans le cercle familial, est-ce que nous faisons ce qu'il faut pour que le jeune Burkinabé grandisse avec du patrimoine? Je vous prends un exemple. Je suis chez moi, j'ai un frère, j'ai une soeur, j'ai des voisins. Et dans nos langues, il y a un mot pour désigner chaque personne. Le frère, la soeur, le voisin. Mais aujourd'hui, tout le monde est tonton. Vous voyez que nous perdons un pan de notre patrimoine culturel. Et si je prends le cas de l'alimentation, de plus en plus, parce que nous avons un peu de ressources et nous avons du mal à manger ce qui est de chez nous. Pour l'anecdote, une fois j'ai voulu, jour de fête là, ne servir que du bissap, du yamakou chez moi. Ben, il y a quelqu'un qui m'a interpellé, dit, bon, écoute monsieur, Dieu t'a aidé. Ouais, j'ai compris le reste. Vous comprenez, Dieu t'a aidé. Il ne faut pas faire ça. Ça veut dire que j'aurais dû servir peut-être du vin, du champagne, etc. en lieu et place de ce que j'ai proposé. Vous voyez jusqu'où nous avons été perturbés au plan. Donc, ça commence déjà au cercle familial. Deuxièmement, moi je suis enseignant et je trouve qu'on ne fait pas assez
d'enseignement du patrimoine culturel. Déjà, au niveau de l'école primaire, il faut qu'on voit, l'école se trouve dans un village. Dans ces villages, il y a des forgerons, il y a des griots, etc. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un mécanisme pour que ces gens-là, le chef du village, etc., puissent venir en classe, parler de l'histoire de la localité aux enfants de la localité? Ça, c'est difficilement fait. Si vous prenez de la 6e jusqu'à la terminale, prenez-moi une leçon où on parle du patrimoine. Et on veut que le jeune Burkinabé grandisse en aimant. Il va aimer quoi? Puisque c'est pourquoi vous voyez dans les murs là, Boston, les quartiers changent de nom, parce que c'est ça qu'ils connaissent. Vous prenez les jeunes dans les quartiers, je suis un tel dit Messi, je suis un tel dit Ronaldo, mais personne ne connaît Laurent Ouedraogo, personne ne connaît Sidiki Diarra, parce qu'on ne les enseigne pas cela. Voilà. Vous prenez l'université où je suis actuellement, vous vous rendrez compte que si vous n'avez pas fait le département d'histoire, vous ne connaissez pas l'histoire du Burkina. Alors, si je reviens au niveau du secondaire, vous savez qu'à partir de la 3e, quelqu'un peut devenir douanier, il peut devenir gendarme, il peut devenir policier. Ces types-là, ils voient des objets qui sortent, des objets culturels dans les valises qui sortent, pour eux, c'est du bois ou c'est du fer. Ce n'est pas un objet culturel. Parce que dans son cursus de formation, dans les écoles professionnelles, il n'y a pas de patrimoine dedans. Donc, pour moi, pour me résumer, je pense qu'il y a des choses à faire déjà dans le cercle familial. Il y a des choses à faire dans les institutions de formation classique ou informelle. Il y a beaucoup de choses à faire, donc Geoffroy. Mais quand je vous écoute, c'est vraiment très intéressant. C'est un débat qui est souvent mené même par les intellectuels lorsqu'ils viennent souvent sur nos plateaux. Mais à la fin, on se demande à qui la faute. Est-ce que c'est parce qu'on se dit que c'est trop pour nos enfants que de leur apprendre dès le bas âge ce qu'ils sont, d'où ils viennent, ou bien c'est parce qu'on ne s'assume pas, parce qu'on passe plutôt le temps très jeune à leur apprendre l'histoire des autres. Ils savent très bien les noms des vieux colons français et autres là, les vieux européens là, ils ont toute l'histoire. Ils savent quand on a découvert l'Amérique et comment, mais ils ne savent même pas quand est-ce que, par exemple, l'occidental est arrivé pour la première fois sur son sol, et puis quels ont été les héros qui ont tenté de défendre à un moment donné ce qu'ils connaissent aujourd'hui comme pays. C'est des éléments qu'on ne leur enseigne pas vite. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à la loi, aux législateurs. Moi, j'ai été avant un professeur d'histoire géo au lycée. Il y a une loi d'orientation scolaire. Okay. Vous ne pouvez pas, en tant qu'individu enseignant, faire autre chose que ce qui est dans la loi. Autrement, vous êtes indiscipliné. Vous ne respectez pas la République. Tant que la loi va rester telle, les choses ne vont pas changer. Un enfant de 6e, quand j'y étais, un enfant de 6e, c'est des généralités. Un enfant de 5e, en histoire géo, c'est le monde arabe. En 4e, c'est l'Europe. 3e, c'est révolution révolution industrielle et consort. La partie histoire du Burkina là, c'est mis entre parenthèses facultatif. Jusqu'à ce point. C'est mis facultatif. Vous me voyez, moi, en train de faire une leçon d'histoire, pendant que l'inspecteur arrive, j'aurai tous les problèmes du monde. Vous voyez, vous prenez il semble que les choses sont en train de changer, mais moi je vois mal, avec la panoplie d'auteurs burkinabés qu'il y a au Burkina Faso, que les textes qu'on étudie dans les classes soient toujours des Baudelaire, etc. Je veux pas. On dit qui aime son peuple aime les autres peuples. Mais il faudra qu'en termes de pourcentage quand même, qu'on enseigne par exemple les auteurs burkinabés, qu'on trouve des formules pour qu'à l'université on puisse apprendre le guimbé, le lunga, etc. Bon, voilà. Puis la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut qu'on commence par ordonner notre charité. Une anecdote. Il y a une filière à l'université où on devait enseigner les notes de guimbé. Vous imaginez qu'il n'y a pas un enseignant à l'université qui peut enseigner ces notes de guimbé. On ne sait pas taper. On sait donner l'importance, on sait embrouiller les gens autour, mais pratiquement on ne peut pas.
on a négocié quelqu'un qui s'y connaît et qui est venu en peu de temps. Les enfants avaient les béabas pour commencer les guimbés. Il fallait payer le monsieur. Donc, quand on a regardé à l'université, on paye doctorat, on paye maître assistant, etc. Mais il n'y a pas un mécanisme pour payer quelqu'un qui est venu, une personne ressource de ce type et qui a un savoir. Voilà. Vous voyez jusqu'où, quand je parle de texte, ça nous crée des soucis. L'année qui a suivi, on n'a pas voulu inviter encore quelqu'un pour ça. Parce qu'il a fallu que les ressources. Il a fallu que les enseignants qui étaient à l'origine de l'invitation payent le monsieur. Parce que notre mécanisme là dit qu'il faut payer tel diplôme à tel taux horaire, ainsi de suite. Voilà. C'est une révolution vraiment qu'il faut dans ce domaine du patrimoine culturel. Docteur Lassina Simporé, maître de conférence en archéologie, qui est notre convoqué du jour à cette audience du tribunal de l'actualité, Bernard Bougnon. Oui, bon, c'est bien de savoir que c'est le législateur, c'est vers lui que nous devons nous diriger, parce que nous nous posons toujours la question de savoir qui d'ailleurs peut porter une telle initiative. Certains ministres sont venus avec de la bonne volonté, ont tenté, mais bon, après, ça dit, l'annonce est faite, des travaux sont engagés, mais après, on ne voit effectivement pas, le résultat. Chaque 4 septembre, je donne ça d'ailleurs en avant-propos, quand on dit 4 septembre 47, on dit reconstitution de la haute volta, et puis ça s'arrête là. Effectivement, c'est une date qui est un patrimoine commun de mon point de vue. Parce que sans cette date, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu Burkina Faso. Moi qui vous parle, je serais ivoirien. Bon, certains seraient nigériens, d'autres maliens en fonction de leur situation géographique d'origine. Alors qu'il y a toute une histoire liée à cette date qui n'est pas suffisamment enseignée. Donc on maîtrise plus la reconstitution de l'unité allemande sous la conduite de Bismarck plutôt que notre date. Parce que tous les faits, tous les acteurs, toutes les forces en présence pour la reconstitution de l'unité allemande, on l'a bossé à l'école. Et on nous a fait faire les devoirs sur ça. Ouais. Mais sur notre reconstitution, alors là, il faut aller fouiller, sauf si vous vous intéressez aux questions de l'histoire et tout, puis ça s'arrête là. Donc, la date, mais souvent, il y en a qui l'oublient, pratiquement. Alors que ça devait être une date très importante. C'est même une date importante. Qui devait être fédérale. Parce que les autres dates sont querellées. Toutes les autres grandes dates